Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous pensiez faire carrière dans l'enseignement, vous n'avez finalement pas donné la moindre note, mais vous en avez poussé beaucoup. Vous faites partie des pionnières d'un opéra rock devenu un classique aussi solide qu'un rock. Vous racontez aujourd'hui dans un livre une histoire futuriste qui fait partie de votre passé, mais qui demeure plus que jamais d'actualité. Bonjour Fabienne Thibault. Bonjour Jacques Pessis. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui même, ce sont les 40 ans de Starmania que vous avez vécu et que vous racontez dans un livre, Mon Starmania, par la première serveuse automate chez Pygmalion. Donc on va évoquer aujourd'hui, en ce jour, avec vous comme témoin, les 40 ans de cet opéra culte. Alors, il y a des dates, bien sûr. La première, elle ne concerne pas Starmania, mais elle vous concerne directement, Fabienne Thibault, parce qu'elle est importante. C'est le 12 octobre 1974. C'est un festival, où ça ? À Granby. Et Granby, c'est au Québec. Granby, c'est au Québec, et c'est une ville connue pour son zoo, célèbre zoo. Et donc, Granby, vous faites un concours et vous gagnez. Et oui, je suis surprise, je gagne. Parce que je m'y attendais pas. Pourquoi ? Parce que j'avais pas le côté typiquement concours. J'étais pas une bête à concours. C'est-à-dire physiquement, avec l'énergie, avec... Non, moi, je faisais partie d'un atelier de chansons qui était dirigé par Sylvain Lelièvre, très grand auteur-compositeur québécois. Et on était partis à plusieurs pour participer à ce festival. Alors, curieusement, ce festival vous donne un billet pour aller à Chante-Août, qui va être décisif. Stop. Mais non, il n'y a pas la montre. On va... Non. Pardon, excusez-moi. On va recommencer. Je repose une question. Finalement, ce festival va être décisif parce que vous gagnez votre billet, si j'ose dire, pour Chante-Août. La Chante-Août, tout à fait. Qu'est-ce que c'est ? Festival de chansons francophones avec un nom trouvé par Gilles Vigneault, puisque ça se passait au mois d'août sur les plaines d'Abraham. À Québec, oui. Et Québec même, oui. Qu'on voit depuis un hôtel qui tourne au dernier étage. Tout à fait. Et les plaines d'Abraham, c'est très historique, puisque c'est là que la France a perdu ses territoires de Nouvelle-France aux mains des Anglais. Alors, ce jour-là, ça se passe bien. Puis il y a quelqu'un qui vient vous voir à la fin. C'est Luc Plamondon. C'est Luc Plamondon que j'ai reconnu un peu plus haut comme ça dans Les Spectateurs et qui était l'auteur de Diane Dufresne. Oui. Chanteuse que j'ai toujours, comme nous tous, appréciée, et il est venu me voir. Voilà. Tout de suite après mon passage. Et il vous dit, j'ai quelque chose à vous proposer, Fabienne Thibault. Eh bien, là, disons que normalement, il a dû me proposer, mais lui me dit que son premier appel ou commentaire, enfin, ou conversation avec Berger, se passait en novembre de la même année. Or, au mois d'août, je ne sais pas de quoi il est venu me parler, parce que pour moi, il m'a parlé de Starmania. Oui, mais alors, je crois que j'ai l'explication. En fait, c'était pas encore Starmania qui existait, c'était Angelina Dumas. Peut-être. Et Michel Berger avait déjà parlé de ce projet avec Plamondon, qui est encore très vague. Non, mais c'est pour ça qu'il vous là, vous me rassurez, parce que j'ai cru devenir folle. Et Michel Berger, vous ne connaissiez pas, vous connaissiez le nom de Véronique Sanson. Voilà, nous, on était tous fans de Véronique Sanson, ma génération au Québec, et on connaissait Berger par le biais de Véronique. Véronique qui s'était installée quelques mois plus tôt à New York, où elle s'était mariée avec Stephen Steele. Donc, il vous propose de participer à ce projet, et vous, Fabienne Thibault, au départ, vous n'avez aucune envie, vous préparez à intégrer la commission scolaire de Montréal, c'est-à-dire... Oui. La commission scolaire de Montréal est la structure qui gère les écoles primaires de Montréal et de son entourage. Et puis, moi, je sors de l'université, je chante avec mes potes. Pour moi, pas question de carrière dans le show business à ce moment-là. Oui, vous pensiez vraiment être institutrice ou professeur. En fait, c'était une formation pour aider les enfants souffrant de difficultés d'apprentissage, et même les adultes. Et puis, Michel Berger va venir au Québec. Oui. En plein hiver. Oui, voilà. C'est la panique pour lui, je crois. Je crois que le père de ma fille, à l'époque, qui était allé le chercher, s'en souvient très bien, il était complètement paniqué. Pourquoi ?
Parce que c'est une vraie tempête de neige québécoise. Ça n'a rien à voir avec la neige au sport d'hiver. Ils vantent c'est effrayant. Parfois, les tempêtes de neige sont effrayantes. Et puis, il se met au piano et il vous joue la maquette de cette chanson. Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu. Le monde est stone, Et finalement, c'est 40 ans d'avance. Je pense que Plamondon est un auteur qui sait voir les choses et qui est surtout très attentif à la vie. Et il a aussi beaucoup lu les auteurs futurologues. Je ne sais pas si vous connaissez Marshall McLuhan. Vous devez connaître, Jacques. Et- Voilà, donc c'était un peu inspiré de cet univers futuriste. Oui, et finalement, qui est l'univers d'aujourd'hui. Le monde est D'aujourd'hui. stone aujourd'hui. Le monde n'est peut-être pas assez, d'ailleurs, à mon avis. Alors, ce qui est clair, c'est que le monde est stone, on pense que c'est une expression qui est née au temps des hippies, au temps des Rolling Stones à cause de la drogue. Pas du tout. En fait, le monde est stone, déjà dans Shakespeare, on trouve un personnage qui, ayant bu de l'alcool pendant 3 jours, dit qu'il est tellement saoul qu'il en est stone. Curieusement. Ah, Ce n'est- d'accord, ce- j'apprends cela. C'est je une ne expression savais pas. très ancienne. Eh bien, voilà, au Québec, on aime le français ancien. Là, c'est pas du français. Mais oui. ça l'est devenu. Ça l'est Alors, devenu. au départ, Michel Berger vous en parle et vous dit ce n'est pas une comédie musicale, Fabienne Thibault, c'est un opéra rock. C'est Voilà. très différent. C'est très différent parce que, à cause de la thématique et aussi peut-être le fait que tout était chanté dans le spectacle. Oui. Ça n'existait pas, ce genre de choses. Non, il y avait des comédies musicales, mais opéra, et c'était peut-être plus par rapport à la diversité des musiques, le côté lyrique et en même temps le côté rock. Et puis le côté monde moderne, parce que l'argent, le fait. sexe et la violence au pouvoir, bon... dans les L'argent, le sexe, la politique, l'argent, le refus de vieillir, le star system, la télé-réalité. tout ça était Et la dedans. violence dans les banlieues. C'est-à-dire, ce qui est étonnant, c'est quand on lit le livret de Starmania, on retrouve le monde d'aujourd'hui, Fabienne Tout Thibault. à fait, et pourtant il est décrit il y a déjà 40 ans par... Et vous pensiez que ce monde deviendrait réalité, Fabienne Thibault? Écoutez, moi, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que à l'époque déjà, parler aussi d'homosexualité assumée avec humanité. Moi, j'avais 25 ans, je savais pas trop le monde qui m'attendait. Vous l'avez découvert aujourd'hui. Oui. Alors, au départ, ce n'était pas Starmania qui devait être écrit, mais Angelina Dumas, Voilà. inspirée de la vie de Patricia Hearst, Exactement. Alors, Patricia Hearst était la fille de Randolph Hearst, un mania de la grand presse. mania de la presse qui avait été enlevé par un groupe terroriste et qui s'est associé au combat de ses ravisseurs. Et curieusement, bon, elle a été condamnée ensuite à beaucoup de prison. Mhm. Elle a été, la peine a été réduite par Jimmy Carter et elle a été amnistiée ensuite. Tout à fait, parce que je pense qu'on a considéré que c'était une forme d'influence mentale. Oui, et elle Le voulait. syndrome de Stockholm. Oui, elle était influencée par ces Oui. gens-là. Bon, elle a quand même été volontaire, contrairement à ce que c'est dit au procès, Certainement, mais Monsieur Hearst avait peut-être suffisamment de ce qu'il fallait pour pour que ça s'arrange. que ça s'arrange. Et c'est Bill Clinton qui l'a amnistiée complètement. Elle vit aujourd'hui avec 2 enfants à 65 ans, avec celui qui était son garde du corps quand elle était en prison. Ah d'accord, ah Et, bien. et il est aujourd'hui chef de la sécurité d'Hearst Corporation. Et donc, et plein de séries de feuilletons ont été tirées de son histoire. Et au départ, c'est donc l'idée qu'avait eue Michel Berger et qui après a bifurqué vers une histoire imaginaire. Oui, et il y a aussi Imaginez. une chanson qui l'a influencé, qui dit c'est ça qu'il faut faire et c'est pour ça qu'il a appelé Luc Plamondon. Aujourd'hui, j'ai rencontré L'homme de ma vie. Diane Dufresne, et quand Oui. il a entendu cette chanson, il a dit qui est l'auteur, et il a appelé Plamondon, je crois, en pleine nuit, oubliant le décalage horaire. Tout à fait, Michel pouvait avoir ce genre d'oubli. Et Et décalage finalement, horaire. ils ont travaillé ensemble, ce qui était un véritable défi de travailler. Oui, parce qu'un Québécois, un Français, aujourd'hui, on se connaît bien, mais à l'époque, on se connaissait peu. Ils n'avaient pas la même origine, la même éducation, la même façon de faire. Luc, par exemple, est quelqu'un qui écrit en marchant, en nageant, étendu sur un canapé, peu alors que Michel a besoin d'être au piano. Donc, il voulait vraiment qu'ils soient tous les deux au piano. Et Luc... donc, c'était un petit peu l'angoisse pour Michel, je pense. Et puis il fallait associer le rythme des mots de Luc Plamondon, québécois, Oui. à la musique de Michel Berger. Exactement, parce que Luc a une écriture
très, très punchy, avec des mots simples, mais des images fortes. Et je pense que c'est vraiment ce que voulait Michel, l'Amérique du Nord, en fait, tout ce français nouveau. Parce qu'il aurait pu l'écrire lui-même, d'une part, ou demander à Pierre Delanoë. Il y avait tellement de grands auteurs à cette époque déjà. Des chansons, des paroliers. Et en même temps, c'est un projet qui a évolué petit à petit au fil des mois. Ça a été un gros travail de préparation. Ils ont travaillé très fort. Par contre, l'enregistrement, Jacques, en une semaine. Oui, et ça, on va en parler justement dans quelques instants à travers une autre date, le 11 septembre 1978. À tout de suite sur Sud Radio avec Fabien. 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, le clé d'une vie, celle de mon invité Fabienne Thibault. On parle aujourd'hui de Starmania à travers votre livre Mon Starmania chez Pygmalion. Et Starmania, la première représentation, c'était il y a exactement 40 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, pile poil. Alors, le 11 septembre 78, il s'est passé autre chose. C'est la sortie de l'album. La sortie de l'album. Mais ce qui est étonnant, j'ai découvert que c'était un 11 septembre. Exactement. Avec tout ce qui s'est passé dans le monde. C'est vrai que c'était une date. C'est le hasard. Voilà, c'est le hasard. Maintenant, c'est un hasard à la fois heureux et douloureux. Bien sûr. Alors, l'album, donc, il est sorti. Il avait été écrit en 77 et il a été enregistré, je crois, en une semaine. En une semaine. Ce qu'on appelle les bases musicales pour que les chanteurs puissent chanter. Sauf les cordes, les brasses et le mixage. Tout l'enregistrement des chansons en une semaine, ce qui est aujourd'hui impensable. Mais c'est-à-dire qu'il fallait une grosse organisation que Michel Berger avait mise au point. Alors, Michel était quelqu'un qui, au-delà de son extraordinaire talent d'auteur, de compositeur, était un très bon réalisateur et un très bon organisateur. Il avait le métier déjà depuis quelques années, dirigé artistiquement. C'était quelqu'un de très, très bien organisé. Et il le fallait pour une œuvre comme ça. Alors, le casting a été artisanal. C'est-à-dire, par exemple, Balavoine, ils l'ont vu un dimanche chez Michel Drucker et ils l'ont engagé. Exactement. Alors, à l'époque, il n'y a pas de vrai métier de la comédie musicale. Il n'y a pas de vrai métier du casting. C'était vraiment, je dirais pas un casting sauvage, mais un casting d'amitié, un casting de rencontre et de spontanéité. Oui, et les chansons ont été attribuées aux interprètes à la fin de l'écriture. Exactement. Déjà, Luc avait pensé à Nanette Workman pour le rôle de Sadia, qui était une amie. Ensuite, il s'était dit tous les deux, on prend pas nos chanteuses. À savoir Diane Dufresne, puisque Luc était son auteur, et France Gall. C'est raté. C'était raté, excusez-moi. Pardon. Bois un petit peu d'eau. Oui. En fait, j'ai une fond de bronchite qui s'achève, là, mais... En fait, je pense qu'ils voulaient tous les deux des gens nouveaux, des gens différents, des gens qu'ils ne connaissaient pas. Moi, Luc m'a entendu à Québec, une année ou deux ans avant, en ce qui concerne Daniel, comme vous l'avez souligné par une émission de télé, France et Diane n'étaient pas dans le décor. On est allé voir des chanteuses, on est allé voir Anna Prucknall, magnifique chanteuse polonaise. Et finalement, au bout d'un certain temps, c'est moi qui ai dit, écoutez les gars, Diane, c'est Stella Spotlight, n'est-ce pas? France, avec sa blondeur et son charisme, c'est la petite animatrice de télé qui tombe amoureuse de Balavoine, n'est-ce pas? Alors, à quoi ça sert? Allons-y. Et c'est grâce à moi, en fait, qu'elles ont intégré le spectacle. Mais je pense que dans leur coin, elles disaient, pourvu qu'ils nous le demandent. Mais bon, là, je ne sais pas. On ne sait pas, c'est une autre histoire. Ouais. Et Anna Prucknall, il faut savoir qu'elle n'a pas joué dans Starmania, mais elle a eu sa revanche, puisque quelques mois plus tard, elle a tourné dans La Cité des Femmes de Fellini. Elle était magnifique, très grande artiste sur scène. J'ai beaucoup aimé. Alors, vous êtes arrivé, vous, du Québec, oui. Et la première chanson qui vous a été attribuée, c'est celle-ci. La complainte de la serveuse automate. En fait, c'est la chanson où Marie-Jeanne parle d'elle, elle se décrit, elle se présente, elle met en place sa position dans le spectacle
Mais j'avais donc le Monde Stone, un garçon pas comme les autres, la serveuse automate, mais pas les uns contre les autres. Oui, mais ça, on va en reparler tout à l'heure. On en reparle. On en d'accord. reparle, mais moi je reviens sur la serveuse automate. C'était Oui. votre... Pourquoi ce personnage, Fabienne Thibault? Ce personnage, en fait, comme avait dit Luc, il représente un peu le cœur grec. C'est-à-dire qu'elle commente, elle décrit, elle raconte. C'est une femme bienveillante. C'est une petite jeune femme qui est pas particulièrement sexy, hein, puisqu'elle est amoureuse d'un homosexuel qui ne l'aimera jamais, donc ça la protège. Elle a de l'humour, un peu noir, et elle voit tout ce qui se passe. Alors, il y avait Dans le le casting des interprètes, mais il y avait aussi le casting des musiciens. Et il y a un batteur star, et vous le racontez dans ce livre, Fabienne Thibault, Jim Keltner, qui est venu spécialement Des pour l'enregistrement. États-Unis, tout à fait. Il avait travaillé aussi avec les Rolling Stones. Oui, alors c'était une équipe de musiciens, Jim Keltner à la batterie, Paul Stallworth à la basse. C'était vraiment ce qu'on appelle le groupe rythmique par excellence aux États-Unis. Donc Michel les avait choisis pour avoir justement ce côté rock'n'roll. Alors, la première chanson qui a été enregistrée, il y en avait 2 par jour, c'est celle-ci, Fabienne Thibault. Ce soir, on danse. Ce soir, on danse. Ce soir, on danse Oui, à Naziland, exact. Nanette Workman, qui a fait la légende de Jimmy ensuite, qui a moins Tout bien à fait, marché. avec Diane Tell. Avec Diane Tell, opéra rock signé Plamondon et Michel Berger. Et dans Starmania, elle est arrivée, elle s'est imposée. Et cette chanson, ça a été aussi un phénomène. Il y a eu un soir difficile, je crois, sur scène. Oui, il y a eu un soir difficile. En fait, Nanette avait été la première à enregistrer pour mettre les musiciens américains à l'aise, avec une des leurs, d'une part, mais aussi une femme qui maîtrise très bien le son rock'n'roll. Alors, un soir, entre 2 représentations, Nanette avait un peu bu. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, parce qu'il y avait peut-être des copains, enfin, etc. Et au moment où elle devait entrer sur scène et monter le grand escalier derrière le décor en pente, car nous avions un décor pentu qui n'était pas évident à gérer, et tout à coup, en montant, elle avait trop bu, et elle dit à Daniel et à moi, « Darling, je suis pas capable de monter sur le stage. » Alors, Daniel et moi, on l'a grimpé sur nos épaules en haut de l'escalier. Elle est entrée sur ce décor comme si de rien n'était. Et moi, je la regardais, j'avais les yeux comme ça, à ras le truc. Je me disais, mais comment elle fait? Dans l'état où elle est, comment elle fait? Elle nous a fait ça comme une reine. Elle a aussi beaucoup travaillé avec Johnny Hallyday. Tout à Elle a fait. eu une belle histoire avec Johnny Oui, Hallyday. une histoire d'amour Une histoire et de d'amour. scène. Exactement, pendant le Johnny Circus. Et ça a marqué les journaux qu'on n'appelait pas encore People à l'époque. Alors ensuite, il y a eu l'enregistrement des cordes à Londres, il y a eu les cuivres à New York. C'était pas les techniques d'aujourd'hui. Non. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de musique numérique dans les spectacles, mais je pense que c'était aussi un rêve de Michel. C'est-à-dire que d'aller à New York, d'aller à Londres, et puis effectivement, il fallait aller partout. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les Non, on ordinateurs. ne pouvait pas envoyer les bandes par Internet. Et Michel aimait beaucoup New York parce qu'il avait vécu, quand il était jeune, à côté du frère de Ira Gershwin, qui était le frère de George Gershwin. Et Michel, déjà, à ces moments, à ses 15 ans, aimait la musique américaine et le rythme américain. Et vous parlez dans votre livre, Fabienne Thibault, d'un groupe, les Breaker Brothers, qui ont été payés de façon très particulière. Oui, tout à fait. Alors, bon, je ne sais pas si c'est disable. Oh, ben, on peut tout dire. Parlons vrai à Sud Radio. Oui, en fait, les musiciens américains avaient dealé, si je puis me permettre, une partie en cash et une partie en cocaïne. Alors, c'est Luc qui gérait ça, parce que Michel était complètement désarçonné par cette histoire. Et vous avez fêté ces enregistrements dignement dans un restaurant qui a été ouvert pour l'exposition universelle de 1900 à Paris, le Train Bleu à la gare de Lyon. Tout à fait. Nous avons vidé la cave de vin moelleux. Voilà. Et ça, c'était le genre de fête qu'on faisait, mais après le spectacle et pas avant. Exactement. Pas avant, parce qu'avant, c'était un spectacle assez fatigant.
Et ce spectacle et ce restaurant, le Train Bleu, s'appelle ainsi. Avant, il s'appelait le Buffet de la Gare de Lyon parce que c'est la ligne du Paris-Vintimille qui, dans les années 1868, a été le moyen d'aller en Italie. En Italie, je ne suis pas retournée depuis, mais à l'époque, c'était un lieu sublime, très très beau, avec une décoration. Donc, l'album est prêt. Est-ce qu'il va marcher? Qu'est-ce qui va se passer? On s'en mord, on a peur. Voilà, on va en reparler dans quelques instants avec une autre date. Il y a 40 ans exactement, le 10 avril 1979. À tout de suite sur Sud Radio avec Fabienne Thibault. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Fabienne Thibault. Aujourd'hui 10 avril, le 10 avril 79, donc il y a exactement 40 ans. Exactement 40 ans. Jour pour jour, mais à 20h30, dans quelques heures, au Palais des Congrès à Paris, première de Starmania. Oui, et Jacques, à l'époque, contrairement à aujourd'hui, la presse et la critique venaient le premier soir. Aïe! C'est pas facile, surtout quand on n'a pas eu beaucoup de temps de répétition et surtout qu'on doit gérer un décor compliqué. On fait que chanter, il n'y a pas de moment de repos vocal. Et franchement, on était, mais alors, on se pitchait partout. Comme on dit chez nous, on avait l'angoisse. Alors justement, cette ambiance, dans les minutes qui ont précédé, quand vous êtes entré en scène et que la salle était pleine, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand j'étais une des premières à entrer sur scène. Le décor en pente s'ouvrait en deux, en forme de zigzag, et là, j'entre. Je regarde les presque 4000 personnes et là, je me dis, ou tu avances, ou tu retournes à la maison. Ça a été effrayant comme dilemme. Mais comme je suis une fille de parole et que, en fait, c'était tellement extraordinaire de faire partie de ce projet unique avec des artistes sur scène exceptionnels, je suis restée. Et puis, vous avez heureusement pour moi. Heureusement pour vous, heureusement pour le public, heureusement pour Starmania. Et quelques instants plus tard est rentré sur scène un inconnu qui est vite devenu célèbre. Tout ce qu'on veut, c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'avoir content. Quand on arrive en ville, Daniel Balavoine, qui effectivement était un inconnu quand il est arrivé dans Starmania. À peu près inconnu. Il avait fait, je crois, un album avant, que d'ailleurs Michel et France avaient eu l'occasion de découvrir en le découvrant à la télévision et en disant c'est lui, Johnny Roquefort. Et c'était pas évident parce que Daniel à l'époque était un peu comme moi, un peu rondouillard. Il y a toujours eu des difficultés à gérer son poids. Et cette voix extraordinaire et unique dans le timbre. D'ailleurs, notre producteur Roland Hubert avait dit, oui, il chante bien, mais moi, j'aurais pris Johnny Hallyday. Oui. Oui. Parce que Daniel, c'est vrai, avait pas le physique évident par rapport à un personnage comme ça. Mais il avait une telle concentration et une telle puissance personnelle et cette voix, encore une fois, unique. Et Daniel Balavoine, au départ, était passionné par la politique. Il a fait mai 68 et il a commencé à participer à des mouvements lycéens. Et puis il s'est aperçu que la politique, c'était pas vraiment son truc et que c'était un peu truqué. Voilà, et qu'il valait mieux peut-être essayer de changer le monde, si on le peut, en chantant. Et Daniel était un exceptionnel compagnon de travail, très gentil, très attentif, très observateur. Et très rapidement, d'ailleurs, pendant que nous avons joué Starmania, il avait sorti Le Chanteur. Qui a été un immense succès. Qui a été un immense succès. Et je l'admire beaucoup parce qu'il aurait pu quitter le bateau en disant, moi, remplacez-moi, j'ai un peu... Et non, il est resté jusqu'au bout. Il est resté jusqu'au bout, et effectivement, ça a marché. Le Chanteur, son premier disque avec le groupe Présence, s'était vendu très exactement à 247 exemplaires. Ah, c'est bon. pas un vrai succès. C'est pas un vrai succès. Par contre, Le Chanteur, ça a marché. Alors, il aurait pu partir aussi parce qu'un soir, Diane Dufresne, pendant les répétitions, lui a dit qu'il ne savait pas chanter. Oui. Alors, Diane est est une artiste extraordinaire, mais pas toujours facile à vivre. Et un soir, je pense qu'elle aimait pas vraiment aussi participer à ce style de spectacle collectif. Et un soir, elle marchait comme ça dans le corridor et Daniel venait vers elle et elle a dit à Daniel, ah, vous autres les Français, vous savez pas chanter, vous avez pas de voix. S'il y a quelqu'un à qui on ne pouvait pas dire ça, c'est bien Daniel. Et ça lui a fait de la peine et je l'ai retrouvé
À la fin de la répétition, il était dans sa loge, assis par terre, et il me dit « Mais c'est pas vrai qu'on chante mal les Français. » Mais j'ai dit « Mais non, Daniel, tu connais Diane. » C'est parfois des petits clashs d'énervement, parce que on avait un gros défi à relever. Oui, Jacques. parce que le Palais des Congrès, c'était pas évident. Alors, vous êtes passé entre Thierry Leluron, Chantal Goya et Serge Lama qui triomphaient. Il y avait un mois de libre, et Roland Hubert avait dit, je crois, si vous vendez 100 000 albums, vous venez au Palais des Congrès. Oui. Alors, on était un petit peu tous angoissés, parce que après tout un travail comme ça, il fallait qu'on aille jusqu'au bout. Et en fait, c'est une émission de télévision préparée par Marie-France Brière sur TF1, qui était à l'époque partenaire, qui a fait décoller la vente des billets. Merci, Marie-France. Mais alors justement, on a dit à l'époque, je me souviens très bien des ragots, oui, ça marche pas, ça va s'arrêter, il y a personne. D'où viennent ces ragots alors que c'était pas du tout le cas, ça avait marché. Eh bien, écoutez, d'où viennent ces ragots? Je crois que le premier était un journaliste de François. Oui. Mais je ne saurais vous dire, chose certaine, nous aurions mérité et nous aurions eu peut-être plus d'impact au début si on avait pu répéter plus longtemps. C'est vrai que les premières représentations, il y avait cette émotion et la qualité des chansons, mais on n'était pas vraiment prêts. De faire venir la critique aussitôt, comme aujourd'hui, ils viennent 15 jours plus tard. Oui, ils viennent pas d'ailleurs. Voire ils viennent pas. Vous avez raison. Eh bien, nous, ils sont venus, et c'est vrai que peut-être, je sais pas, peut-être parce qu'il y avait France, qui était une star, certaines personnes voulaient peut-être un petit peu là, je sais pas. Mais moi, ce que je sais, c'est que la salle était vraiment pleine et enthousiaste. Oui, et ça aurait pu continuer au-delà des 33 représentations s'il y avait eu une salle possible. Exactement. Alors, le Palais des Congrès s'est arrêté parce que le Bolchoï venait donc du RSS. C'est signé depuis longtemps. Et c'était signé depuis longtemps. Et puis on sait bien qu'à l'époque, c'était pas facile de faire sortir les gens du RSS parce qu'il y avait eu des gens qui avaient essayé de se réfugier. Enfin bref, c'est une autre histoire. Excusez-moi, j'ai perdu. La question, c'est justement, ça aurait pu continuer plus longtemps. Oui, alors le décor était à peu près transportable. Parce qu'il était gigantesque avec et puis Diane ne voulait plus. France et Michel avaient eu leur fille, Pauline, qui, comme on le sait, est décédée malheureusement à l'âge de 18 ans de mucoviscidose. Et elle avait déjà cette maladie. Oui, parce que c'est de naissance. Et donc France était très inquiète, mais n'en parlait à personne. Oui, elle n'en parlait pas, mais elle devait être d'une inquiétude effrayante, épouvantable. Et ensuite, pourquoi comme ça? C'est assez curieux. Si on avait trouvé une autre salle, et peut-être laissant tomber le décor, et Daniel était sur la pente ascendante, voilà, donc ça s'est arrêté. Ça a été un événement quand même totalement culte. Parmi les comédiens, chanteurs qui étaient dans cette première version de Starmania au Palais des Congrès en 79, il y a exactement 40 ans, il y avait René Joly. Vous n'êtes pas seul dans le monde, à 100 millions d'années-lumière. Nous avons su capter vos ondes. L'air de l'extraterrestre que Balavoine devait chanter au début. Tout à fait. Alors, je ne sais plus ce qui s'est passé, en fait, parce que finalement, c'était Daniel qui l'a chanté en finale, ce qui a beaucoup déçu René Joly, que l'on connaît par son grand succès, Chimène. Et René a commencé aussi à avoir des soucis de santé. Je crois qu'il a débuté un diabète. Et il a été déçu, parce que dans le spectacle, il jouait le Roger, le présentateur télé, avec des bouts de chansons, mais pas vraiment de mélodies qui pouvaient lui permettre d'exposer sa magnifique voix. Dans l'album, effectivement, il chante cette chanson. Oui. Et Roger existe vraiment, a existé. C'est un compositeur français qui a notamment écrit différents génériques, qui a fait les musiques du Crochet radiophonique. Ah, il s'appelait Roger. Il s'appelait Roger et il a fait la musique des pantomimes dans Les Enfants du Paradis. Ah, d'accord. Il portait ce nom. Et René Joly, pour votre information, a sorti un nouvel album il y a 3 ans, Comme un charme, et est disponible sur Internet, et il vit aujourd'hui à 30 km de Paris. C'était un magnifique interprète. Très belle voix aussi. Ce spectacle Starmania, c'était aussi l'espoir d'une génération, Fabienne Thibault. Oui, c'était... d'ailleurs, le personnage de Marie-Jeanne exprime bien une partie de la problématique qui se retrouve vraiment pour nos jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? J'ai envie de rien, j'ai envie d'être bien, mais en même temps, il faut que je gagne ma vie.
Et c'est vrai que c'est une difficile question qui se pose à nos jeunes. Auront-ils de quoi gagner leur vie et surtout, pourront-ils s'y épanouir ? Et la question était déjà d'actualité. Et comme vous dites, France Gall est venue dans ce spectacle. Et parmi les chansons qu'elle a interprétées, il y a Monopolis. Alors effectivement, France Gall, c'était le rôle de Cristal. Oui, c'était vraiment fait pour elle. Mais elle a vraiment travaillé, surveillé chaque détail, comme la star qu'elle était. Et notamment, elle a fait refaire ses costumes, parce qu'il y a eu des gros problèmes de costumes, Fabienne Thibault. Alors là, les costumes, en fait, le metteur en scène Tom Morgan, qui était américain, avait emmené avec lui ses collaborateurs, ce qu'on peut tout à fait comprendre, dont son costumier. Et je ne sais pas ce qui s'était passé. En fait, je ne sais pas si c'était le costumier qui était son amoureux, mais bon, il y avait des clashs. Et ce fameux costumier nous avait dessiné des horreurs importables. Diane Dufresne, par exemple, avait une fausse robe Marie-Antoinette avec des panneaux en bois. Enfin bref, ce qui fait que on était vraiment mal servi en costume. Et France est allée tout de suite chez son couturier pour faire Azzaro. de très très jolies tenues, tout en sequins dorés, posés un à un. Diane est allée chez Azzaro, Nanette chez Montana, et moi, chez personne. Oui, parce que vous êtes retrouvé dans Et une boîte. j'attendais tout le temps. Vous avez donné comme décor une boîte, ce qui n'est pas très sérieux. En fait, au départ, ils avaient dit la serveuse automate. Donc, automate, et on devait me mettre dans une espèce de boîte avec des bras articulés. Et Luc a dit, mais en fait, elle chante les chansons les plus sensibles. On va pas la cacher dans une boîte. Après, on m'a fabriqué une robe qui m'allait pas du tout. Après, enfin bref, jusqu'au jour où, la veille du spectacle, j'ai levé le doigt, j'ai dit, les amis, je n'ai pas de costume. Qu'est-ce que je mets? Alors, l'assistant costumier avait trouvé un gros rouleau de plastique qui m'avait entré donc dans les bras fermés par une épingle à nourrice. Imaginez, Jacques. Aujourd'hui, les comédies musicales ont des costumes qui coûtent des millions. Ouais. Et moi, me v'là avec mon bout de plastique découpé au ciseau, attaché avec une épingle à nourrice. Je suis entrée sur scène pour la générale de la veille comme ça. Mais l'air, l'air, en fait, prenait quand je m'assoyais sous le tablier de plastique et ça me le soulevait jusqu'en dessous du nez. C'est la robe de Marilyn Monroe Empire. Oui. Une horreur. Et alors, exactement. Bon, il n'y avait pas vraiment Marilyn Monroe en dessous du tablier de plastique, mais disons que la problématique était un peu la même. Et là, le producteur Roland Hubert, qui était un ancien militaire, donc un homme très gentil, mais avec un verbe haut et fort, a dit du fin fond de la salle, mais enfin, ce spectacle me coûte suffisamment cher. Est-ce que quelqu'un va lui enlever sa housse, sa fauteuil de sur le dos? Et là, on a couru chez Laura Ashley, qui était la spécialiste à l'époque des robes un peu babacou, la fleur, etc., pour que j'aille chercher un costume. Avec des sabots, achetés juste à côté, chez Kirsten, quelque chose. Et que vous avez ensuite offert pour une vente aux enchères, je crois. Et oui, ça m'a permis une vente aux enchères dont les bénéfices devaient aller à une œuvre caritative pour les enfants. Et alors, je me pose la question. Est-ce qu'ils ont été achetés? Probablement. Est-ce que le gars qui les a achetés les a gardés ou s'il les a foutus quelque part? Voilà où partent parfois mystérieusement les costumes qui pourtant sont importants. Ce sont les costumes aussi qui définissent le personnage. Si cette personne nous écoute, oui, il peut nous appeler à Sud Radio. Ça me ferait plaisir de savoir ce qui est arrivé de mes sabots. En tout cas, vous avez ensuite trouvé chaussures à votre pied et on va se retrouver dans quelques instants avec une autre date très récente, le 13 mars 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Fabienne Thibault. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Fabienne Thibault. Aujourd'hui, nous célébrons les 40 ans exactement de la première oui, représentation de Starmania à Paris. Et vous sortez un livre, Mon Starmania, par la première serveuse automate chez Pygmalion, où vous racontez votre Starmania. Pourquoi ce livre d'abord, Fabienne Thibault? D'abord, peut-être pour non pas fermer le livre, clore une histoire. Bon, d'abord, une amie, Françoise Sanson, qui travaille
avec des éditeurs pour proposer des projets. Il m'a dit que Pygmalion, Françoise Letin était intéressée. Ça m'a aussi permis peut-être de fouiller plus sérieusement dans mes souvenirs. En même temps, me demandant, est-ce que c'est vraiment ça ou si j'ai un peu aussi forgé des souvenirs? C'est un exercice qui n'est pas évident. Et ça me permettait peut-être de raconter, parce que beaucoup de livres ont été écrits sur Starmania, beaucoup de sites internet, mais pas par des témoins. Non, par des gens. Si, il y a eu Grégoire Collard. Oui. Et des attachés de presse de France Gall et Michel Berger. De France Gall et Michel, donc qui a donc été quand même très présent. Oui, c'est le seul. C'est le seul. Sinon, c'est des auteurs, surtout des journalistes, qui ont procédé en interview par recoupe. Alors que moi, donc, j'ai pas voulu, si vous voulez, d'abord traverser les autres reprises de Starmania que je n'ai pas vécues. J'ai voulu partager et donner aussi la parole à des artisans, à des musiciens, et donner la parole à des gens aujourd'hui que j'ai retrouvés grâce aux réseaux sociaux et qui m'ont raconté un peu et témoigné de leur Starmania. Comme une dame que j'ai revue récemment dans un bar à Tours qui me dit « J'avais 9 ans et ma mère m'a emmené voir Starmania ». Donc ça permettait d'avoir aussi des réminiscences venues de la mémoire du public. Et puis, il y a eu dans cette aventure Starmania une chanson chère à votre cœur. Cette chanson a une histoire, Fabienne Thibault. Les uns contre les autres qu'on ne se lasse pas d'écouter, et vous n'auriez jamais dû la chanter. Et non, et en plus, avant le choix de l'interprète, c'est une chanson que Luc avait écrit, le texte, il l'avait foutu à la corbeille à papier. Ah bon? Parce qu'il pensait que c'était pas intéressant, et Michel a retrouvé le papier dans la corbeille à papier. Mais comme ça, il fouillait les corbeilles à papier, oui. Michel Berger? Oui, parce que en fait, ils étaient en session de travail ramatuelle. Et Luc, il voulait nager, il allait dans les brocantes, il se baladait. Donc Michel était un peu angoissé. Donc je pense qu'il se disait, au cas des fois où il y aurait des petits bouts de texte qui traîneraient, il a trouvé ce texte et il a dit à Luc, mais qu'est-ce que c'est que ce texte? Et Luc a dit, c'est un peu banal, je répète 4 fois les mêmes paroles et tout. Et Michel a donc fait cette mélodie qui, au départ, devait être interprétée par le personnage de Stella Spotlight. Et Cyrano Janvier et Claude Dubois pour le disque. On s'aime, on se déchire, on s'attire, deux personnages qui allient leur destin. Et Diana Dion, moi, votre slow plate, là, c'est-à-dire votre balade ennuyeuse, je chante pas ça, moi, je chante les adieux. Bon, Dubois a dit, je suis pas le bouche-trou de Diane, si elle me prenne à chanter, je vois pas pourquoi je la chanterais. Donc, la fameuse semaine d'enregistrement, Michel, dans un petit moment tranquille, dit, je vais quand même faire la base, enregistrer le piano et tout. Moi, j'ai dit, pourquoi vous ne mettez pas des chœurs? Ça sera la chanson du peuple. Un peu comme l'air des esclaves dans Nabucco, le peuple qui exprime. Mais la maison de disque a dit, pas de voix principale. Elle sera pas dans l'album. Donc, dans l'idée de tout le monde, elle n'est pas dans l'album. Jusqu'au dernier jour où ils écoutent tout, dernier jour d'enregistrement, Michel, Luc et l'ingé son, et tout à coup, ils disent, j'entends la voix de Plamondon qui dit, il n'y a pas de soliste, on ne pourra pas la mettre. Michel dit, c'est dommage, moi j'aime bien, mais bon, on ne pourra pas. C'est pas un tube, dit Plamondon, mais j'aurais bien aimé que ce soit dedans. Oui, c'était pas un tube, effectivement. Non, du coup, dans la série, j'ai rien compris. Du coup, moi, allongée sur le canapé du studio, j'attendais que ça se finisse pour qu'on rentre. J'entends ça, je lève la tête, je dis, vous savez, je peux vous l'enregistrer si vous voulez. Michel me dit, tu la connais? Je dis, oui, je vous l'ai entendu quand même, répéter, essayer, tout ça. La tonalité va te convenir? Je sais pas. Je vais essayer. Et finalement, je l'ai enregistré 2 fois, et puis voilà. Et quand les radios ont entendu toutes les chansons, elles ont dit, on veut celle-ci comme premier titre. Quelle a été la réaction de Michel Berger, de Luc Plamondon, Fabienne Thibault à ce moment-là? Je pense qu'il s'y attendait pas parce que c'était pas une chanson particulièrement impressionnante. Dans la facture, c'est une chanson qu'on appelle chez nous un sing-along, c'est-à-dire on peut chanter ensemble les mêmes textes qui se répètent avec une mélodie
très joli, mais assez simple. Et ce soir-là, et vous le racontez dans votre livre, Fabienne Thibault, vous avez terminé dans une discothèque parisienne, l'Élysée Matignon, Oui. en volant quelque chose. Eh bien oui, écoutez, moi, fille d'ouvrier maçon, petite fille de cultivateur, nous sommes allés, donc, Claude Dubois est venu nous retrouver, et nous sommes allés à l'Élysée Matignon, boîte qui était tenue à l'époque par Sophie Rochas, des parfums Rochas, et moi, je suis assise là avec ma grande jupe et mes bottines, et je vois qu'il y avait plein de jolis petits cendriers dorés, et j'en ai piqué un, oui, Jacques. Je l'ai mis dans ma poche. Oui, ça n'a pas posé de problème à l'Élysée Matignon. Non, je ne crois On pas. faisait beaucoup de cadeaux. Oui. Sophie Rochas et son mari, Armélie Sartel, C'était des gens ils formidablement recevaient bien. tout Paris. Tout à fait. C'était le tout Paris et nous étions très bien reçus. Donc, je me suis dit, si je leur demande, ils vont me dire oui. Donc, je l'ai pris et je l'ai offert à mon père qui avait jamais vu un aussi joli cendrier. Et l'Élysée Matignon, les gens du spectacle appelaient ça le bureau, puisqu'à minuit, vous retrouviez tout le monde Voilà. pour des informations. Moi, j'y allais et je trouvais des informations parce qu'il y avait vraiment le tout Paris sur scène. C'était un endroit formidable. Ce qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Non, inimaginable aujourd'hui, tout à Alors, fait. ce qu'il faut bien savoir aussi, Fabienne Thibault, quand on écoute l'enregistrement de Starmania, le premier album, et quand on le voit sur scène, c'est pas les mêmes interprètes. Non, effectivement, la plupart, sauf le personnage de 0 janvier, qu'on associe aujourd'hui à Donald Trump, puisque Oui. c'était vraiment le politicien, homme d'affaires, ancien militaire. Mais comme Dubois qui avait créé, Claude qui avait créé la chanson sur l'album, avait des petits soucis, comment dirions-nous, sans dire, à votre avis, des petits soucis juridiques. Oui. N'est-ce pas, au Québec. Et Michel avait un peu peur parce que il le trouvait un peu extravagant et un peu indiscipliné, ce qui n'est pas le cas parce que Claude a fait une carrière, il fait encore une carrière superbe, il faut donc être discipliné. Mais c'est en fait Étienne Chicot, qui était à l'époque l'ami de Véronique Sanson, qui a fait un 0 janvier différent, très puissant, avec ses qualités d'acteur. Et il y a aussi Grégory Ken qui a, Oui. sur scène, interprété Le rôle de Ziggy. Et l'album, c'était Éric Estève. Voilà. J'ai changé mon nom pour lui. Je suis partie De chez ma mère. Je suis revenu Là aussi, c'est Oui. un immense succès, la chanson de Oui, Ziggy. la chanson de Ziggy. En fait, Éric Estève était choriste chez Véronique Sanson et Michel Berger. Donc, c'était principalement un artiste de studio. C'était pas un artiste de scène. Donc, et comme je le dis à un moment dans mon bouquin, parfois, on a l'impression que Michel cherchait des voix comme la sienne pour interpréter. Parce que quand on écoute Éric Estève, on a même presque l'impression d'entendre Michel. Alors que Luc, lui, allait plutôt vers des artistes qui avaient des personnalités un peu déjà affirmées. Et sur scène, Éric, je crois que ça lui plaisait pas, il n'avait pas envie de faire de la scène. C'est donc Grégory Ken, qui avait pas le physique très Ziggy. Est-ce que je peux me permettre, qui était assez costaud, un beau garçon, et qui est malheureusement décédé depuis, et qui a créé ce très grand succès après. Chacun fait ce qui lui plaît. Et puis, il y avait aussi, mais on l'a connu beaucoup plus tard dans Star Academy, Armand Altaï qui avait été contacté pour jouer Starmania. Oui, tout à fait. Alors, Armande était venue, je crois, passer audition chez Michel. Et Armande, c'est une voix extraordinaire, mais Michel l'avait trouvée un peu extravagante. Alors, il savait pas qu'il allait avoir Diane Dufresne quelques mois plus tard. Mais qui était pire. Qui était, enfin, très extravagante aussi. Mais quand on écoute l'interprétation des Adieux du sexe symbole par Diane, on voit la nature de Diane, mais le chant est très pur et l'interprétation très contrôlée quand même. Oui, d'ailleurs, Diane Dufresne a chanté une chanson aussi qui est culte, c'est Le rêve de Stella Spotlight. Magnifique. Toi qui sais déjà la fin de mon histoire, emmène-moi avec toi dans le ciel. Je m'appelle Stella car j'ai rêvé un soir être une étoile. Et puis, il y a aussi quelqu'un qui a failli être engagé, mais là, c'est les maisons de disques qui n'ont pas voulu, Oui, c'est Sabrina Sabrina Laurie, Laurie, qui débutait. qui est magnifique et qui chante formidablement bien. Et la maison de disques a préféré lui préserver un parcours personnel.
Et ils n'ont Peut-être- pas accepté qu'elle C'est chante. peut-être une erreur, hein. Peut-être une erreur, oui, parce que franchement, Sabrina, elle l'a prouvé par la suite, en intégrant sur une autre version. Puis il y a une chanson que tout le monde connaît, qui a été reprise 1000 fois depuis, c'est le blues du businessman. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose. C'est la chanson tellement connue qu'on a on a oublié qu'elle est dans Starmania. C'est Fabien vrai, Thibault. c'est vrai. C'est vrai, au départ, le blues du businessman, moi j'avais dit à Luc, j'aimerais ça que Claude fasse le rôle de Ziggy, parce que c'était un copain du Québec. Et finalement, il a été pris pour le blues du businessman et Jacques. Aujourd'hui, il a plus de 70 ans. Il chante cette chanson, le micro au nombril. Excusez-moi l'expression. Il a toujours une voix aussi exceptionnelle et c'était un très très gros succès, en particulier au Québec. Oui, et en France aussi, même Bernard Tapie l'a Même chanté. Bernard Tapie l'a chanté pas mal du tout d'ailleurs. Il Alors- était très crédible. Oui, ça, comme homme d'affaires et chanteur, il était crédible. Il a été les deux, de toute façon. Oui, tout à fait. Alors, il y a une chose que vous racontez aussi, c'est que pendant les répétitions, pour être à portée de main de Michel Berger et France Gall, vous avez vécu chez eux, Fabien Oui, Thibault. oui. Et vous avez vu France et Michel Berger Dans vivre leur le quotidien. quotidien. Et c'est Oui. pas ce qu'on imagine. C'est-à-dire que c'est un quotidien un peu popote, comme je dis. France a toujours eu un tempérament gouvernante. Gouverner un peu sur scène ce qu'on fait, et puis gouvernante à la maison. Et elle avait, ça je peux le dire, parce que bon, elle nous a quittés, et c'est pas grave, mais elle avait des oursins dans les poches. Ah bon? Oui. Ah, écoutez, moi ça j'en sais rien, mais de toute façon, elle a apporté à Michel Berger beaucoup et réciproquement. Beaucoup, énormément. France, en ce qui concerne Starmania, a été très, très, très active. Elle a organisé beaucoup de dîners chez elle, à la maison, pour vraiment avoir de bonnes relations avec les gens de la presse. Elle tenait beaucoup à Starmania, parce que bon, d'une part, elle était dedans, donc il fallait Oui. que ça marche. Et vous lui devez aussi votre look dans Starmania, Oui, Fabienne Thibault. en fait, c'est-à-dire qu'elle m'a trouvé des robes pour les télés, puisque moi, je suis arrivée avec mes jupes en jean, mes grandes tuniques et mes bottines de construction, parce que moi, le samedi, j'aidais mon père sur les chantiers. Donc, comme j'avais des petits pieds pas très stables et un corps assez massif, j'ai toujours été grassette, comme disait gentiment ma grand-mère, pour me consoler. T'es pas grosse, ma belle, t'es grassette. Et donc, voilà, elle m'a trouvé donc de très jolies robes dans une boutique rue des Saints-Pères, si ma mémoire est bonne, que j'ai portées pour les télés. Et alors, quand vous avez débuté Starmania, est-ce que vous pensiez que 40 ans après, vous seriez au micro de Sud Radio pour raconter ces souvenirs, Fabienne Thibault? Pas vraiment, parce que je pense que quand on a 20 ou 25 ans, on a un peu de mal à se projeter. Mais chose certaine, j'ai tout de suite senti la grande force des chansons. Et comme quoi, effectivement, elles seraient et resteraient indémodables, sans avoir pris une ride, contrairement à moi. Oui, écoutez, vous êtes toujours très en forme et vous parlez de Starmania avec beaucoup d'émotion au micro de Sud Radio, mais également dans ce livre Mon Starmania par la première serveuse automate chez Pygmalion, que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent parce qu'ils apprendront ce qu'ils ne savent peut-être Oui. pas sur Starmania. Et que pensez-vous de l'écriture, ça va? Aucun souci. Merci. Vous revenez quand vous Venant voulez. de vous, ça me touche. Merci Fabienne Merci à Thibault, vous. merci d'avoir fêté ces 40 ans de Starmania avec nous aujourd'hui. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye et nous on se retrouve demain à 13h pour d'autres clés d'une vie.